Salut à tous, j'espère que vous allez bien et surtout je vous souhaite la bienvenue dans ma deuxième vidéo de ma chaîne. On a passé la première vidéo à parler des hommes dans l'économie, donc je pense que maintenant il est temps de parler des femmes et commençons sans plus attendre par Esther Duflo. Mais qui est-elle? Esther Duflo est née à Paris le 25 octobre 1972. Elle est la fille d'une mère pédiatre investie dans des activités humanitaires et également d'un père mathématicien. Après un bac, elle rentre en prépa Cagne, BL, au prestigieux lycée Henri IV. En 1992, elle intègre l'ENS, l'École normale sup, où elle souhaitait de base étudier l'histoire, mais le destin mettra sur sa route un certain Daniel Cohen, économiste, qui lui conseillera de plutôt s'orienter vers l'économie. En 1996, elle obtient son agrégation d'économie. Et oui, elle a 24 ans, et oui, elle va vite, enfin je trouve. Elle devient ensuite l'assistante de recherche de Jeffrey Sachs et Daniel Cohen. Puis elle obtient son doctorat d'économie au MIT en 1999. Elle a 27 ans. L'objet de sa thèse est le suivant: Three Essays in Empirical Development Economics. J'ai essayé de prendre mon meilleur accent anglais. Traduit par 3 essais sur l'économie empirique du développement. Retenez ce thème parce que ça va annoncer la couleur pour la suite. En 2004, elle devient professeure titulaire de lutte contre la pauvreté et d'économie du développement au MIT. Pour la suite de la présentation, j'ai lu son CV pour vous citer les faits marquants. Mais le souci, c'est que le CV fait 18 pages et que, à mon sens, tous les faits sont marquants. Alors voici un résumé très succinct en quelques secondes et accrochez-vous parce que ça va aller vite. De 2008 à 2009, elle devient directrice de la chaire Savoir contre la pauvreté au Collège de France. En 2012, elle est nommée au sein du President Global Development Council, organisme américain chargé de conseiller le président Barack Obama sur les questions de développement. Attention, on a là mon préféré. En 2015, à 43 ans, elle est la cofondatrice et codirectrice du JPAL Abdoulatif Jamil, laboratoire d'action contre la pauvreté. En 2019, elle est colauréate à 47 ans du prix de la Banque centrale de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel en sciences économiques, aussi appelé prix Nobel d'économie. En 2022, elle est nommée professeure du Collège de France et devient titulaire de la chaire Pauvreté et politique publique. Encore une fois, on n'a là qu'un échantillon, mais quand même, je trouve que ça donne une idée. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer au point le plus important, à savoir, mais Esther Duflo, elle fait quoi au juste ? Alors juste avant de rentrer dans les détails, je pense qu'il est nécessaire que je passe un petit peu de temps sur sa méthodologie et que je vous explique en quoi celle-ci est disruptive. Comme je vous l'ai dit juste avant, Esther Duflo est professeure en économie du développement. Mais alors c'est quoi l'économie du développement ? Eh bien tout d'abord, c'est une branche disruptive de l'économie. Dans l'un de ses ouvrages dans lequel nous reviendrons plus tard, elle fait une analogie que je trouve très intéressante entre les essais cliniques en biologie et son travail. Dans son cas, elle va essayer de tester des hypothèses économiques en reprenant la méthode des essais cliniques. Pour être un peu plus concrète, je vais partir d'un exemple fictif. Imaginons ensemble un village au Nigeria. Esther Duflo analyse la situation et fait un constat: les jeunes filles ont un taux d'inscription plus faible que les garçons à l'école. Elle va alors formuler une hypothèse pour pallier ce déficit d'inscription. L'hypothèse sera par exemple: l'apport d'un soutien financier aux familles qui inscrivent des petites filles à l'école permettra d'augmenter le taux de scolarisation de ces dernières. Ça, c'est ce qu'on appelle une hypothèse. Maintenant, il faut aller tester cette hypothèse et pour la tester, on va reprendre une méthodologie qui est celle des essais cliniques. On prend 2 groupes d'individus les plus similaires possibles, même taille d'échantillon, même milieu social, même région, même âge, même répartition ethnique, etc., etc. La seule variable qui diffère entre ces 2 groupes, c'est l'injection de cette hypothèse formulée par Esther Duflo. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui va bénéficier d'une aide financière et l'autre groupe qui ne va pas bénéficier d'aide du tout. On injecte cette variable dans la vraie vie et puis on voit. On revient dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Et on compare les différences de comportement des individus en fonction du groupe témoin et du groupe d'expérience. Le groupe d'expérience étant celui qui a bénéficié de la subvention financière. À partir de cela, on essaye de tirer des conclusions et on essaye de déterminer des pistes de politique économique qui peuvent aider à lutter contre la pauvreté. Cette méthode a eu un réel impact.
On a pu observer une généralisation de cette méthode de recherche dans les agences d'aide au développement ainsi qu'à la Banque mondiale. Esther Duflo compare son travail à celui d'un plombier. S'il y a une fuite, elle va essayer de mener des investigations grâce à des connaissances qu'elle aurait acquises lors de l'étude de plusieurs matières, notamment l'économie, ça tombe sous son sens, mais cela ne lui permet pas de déterminer exactement l'origine de la fuite dans un cadre très concret. Cela peut l'aider à l'aiguiller dans sa recherche, mais elle va vraiment essayer de baser son travail sur un exemple réel. Comme le plombier, elle se rend sur le terrain et elle essaye de mettre en place des solutions à des problèmes très spécifiques. L'avantage de son travail, à mon avis, c'est en fait sa volonté à garder une attitude ouverte. Elle est prête à penser contre elle-même, car sa volonté, dans le fond, à Esther Duflo, enfin, selon moi, ce n'est pas de se donner raison à elle-même ou à ses idées reçues, mais c'est d'essayer d'amener des leviers fiables de lutte contre la pauvreté. Maintenant que sa méthode est comprise, enfin je l'espère avoir été le plus clair possible, on va pouvoir passer à la suite et nous pencher sur son travail. Pour cette deuxième partie de la vidéo, je vous propose une fiche de lecture sur deux ouvrages qui sont en fait la synthèse de ses travaux au sein de la chaire Savoir contre la pauvreté au Collège de France, qui lui ont valu la récompense du prix MacArthur en 2009. Je pense qu'on va pouvoir passer à la présentation du premier tome, qui est le développement humain. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Dans l'introduction de cet ouvrage, Esther Duflo va aborder une notion qui est importante, qui est que l'éducation et la santé sont des facteurs de croissance. Ça a été défini par la Banque mondiale. Donc forcément, qui dit croissance dit argent, moins de pauvreté. Jusque-là, j'espère que c'est assez simple. Ainsi, l'éducation est l'un des piliers majeurs de développement pour la Banque mondiale. Et cela s'est traduit par un objectif défini par la Banque mondiale de hausse du taux de scolarisation et du taux d'inscription des enfants. Le bilan de cet objectif, et après, en fait, à la lumière de la lecture de ce volume-là d'Esther Duflo, c'est que c'est assez mitigé. En effet, le taux de scolarisation a augmenté, mais est-ce que c'est seulement efficace ? Pas tellement, parce qu'en lisant ce livre-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un taux d'absentéisme qui est très élevé, tant chez les élèves que chez les professeurs. Et puis surtout, et la question qu'amène naturellement Esther Duflo, c'est quoi la meilleure politique à mettre en place pour justement essayer d'atteindre cet objectif qui est d'améliorer l'éducation dans les pays pauvres. Et donc, on a une première piste de réflexion avec le premier chapitre qui est « Faut-il inscrire ou instruire ?» C'est très intéressant. Donc en fait, elle a observé une approche qui était plutôt traditionnelle où l'objectif, vraiment le principal objectif était d'augmenter le taux d'inscription des enfants à l'école. Et donc pour favoriser et augmenter ces taux d'inscription, la dogme à ce moment-là était de subventionner l'accès à l'école. Et cela s'est traduit par une baisse des coûts liés à cette instruction, comme par exemple le coût d'achat des manuels ou le coût des uniformes. Cela s'est traduit par des subventions qui ont été versées aux parents, comme par exemple avec le programme Progressa au Mexique. À la suite de quoi, des études quand même ont été menées pour essayer d'évaluer la performance d'actions comme celle-ci. Et ces études ont révélé que cette approche, elle était un peu trop restrictive, car elle ne prenait pas en compte la qualité de l'enseignement, ou encore elle ne prenait pas en compte l'absentéisme des élèves et des professeurs, comme je viens de l'évoquer. Une autre façon de s'interroger pour lutter contre cet absentéisme a été de s'interroger sur la santé des élèves. Il y a notamment un test très intéressant qui a été fait avec l'administration d'un traitement contre les vers. Donc j'imagine que ça s'appelle un vermifuge. Et en fait, on s'est aperçu que ça a eu des effets assez retentissants en termes de lutte contre l'absentéisme, puisque déjà les enfants ne tombaient plus malades, donc le fait de ne pas être malade leur permettait d'aller à l'école, et ensuite ça
ça limitait la contagion et donc plutôt que de soi-même être tombé malade, on empêchait aussi que le copain tombe malade et donc ça permettait de préserver le présentéisme d'une grosse partie des élèves. Donc ça a été un test peu coûteux et qui s'est vraiment révélé prolifique, qui s'est révélé bien, voilà, efficace. Ça c'est un bon mot. Ensuite, donc ça c'était un peu le premier volet, donc l'absentéisme, et puis on s'est posé la question de la qualité de l'enseignement. D'accord, le taux d'inscription des élèves a augmenté, mais est-ce que la qualité de l'enseignement elle suit et est-ce que les élèves apprennent quelque chose ? On s'est aperçu qu'après un an de scolarisation, des élèves n'étaient toujours pas capables de déchiffrer un simple paragraphe. Alors, pourquoi ? Eh bien, des études, enfin des recherches ont permis de dégager des éléments de compréhension, notamment les programmes scolaires et les manuels scolaires qui n'étaient pas du tout en adéquation avec le niveau des élèves dans certaines classes. Et même, on est allé plus loin en s'apercevant que dans ces mêmes classes scolaires, le niveau des élèves était très très hétérogène pour une même tranche d'âge. Donc pour rattraper son retard, il y a des actions qui ont été menées comme la mise en place de groupes de niveau ou encore des sortes de cours de soutien pour rattraper les retards. Pour améliorer la qualité de l'enseignement, d'autres expériences ont été menées où on a essayé de motiver les professeurs pour lutter contre l'absentéisme des professeurs et aussi d'impliquer davantage toutes les parties prenantes, notamment les parents. Donc on va passer maintenant au second chapitre qui est la santé, comportement et système. Donc dans ce deuxième chapitre, Esther Duflo va mener une étude de cas sur le marché de la santé à Udaipur en Inde. En fait, on compare le marché de la santé d'un village et l'état de santé de cette population-là. Et le résultat est le suivant. On observe une population en mauvaise santé quand le marché est dominé par le domaine privé, dû à un échec de la santé, du système de santé public. Alors il va falloir que je vous réexplique un petit peu comment fonctionnait ce marché de la santé à Udaipur en Inde. En fait, on avait deux offres, on va dire, une offre plutôt du domaine privé et une offre du domaine public. Donc l'offre de santé publique, c'était par exemple des centres de santé, des infirmières reconnues par l'État avec des diplômes en médecine reconnus par l'État indien. Et puis on avait une offre privée de santé avec des médecines plutôt qu'on pourrait appeler alternatives, avec des médecines un petit peu plus ésotériques par exemple, et aussi des médecins qui étaient établis en tant que médecins, mais on s'est aperçu que c'était des personnes qui n'avaient pas forcément les bonnes qualifications en termes de santé. Alors il y avait une partie non négligeable qui n'avait par exemple aucun diplôme, et puis il y avait une autre partie qui avait des diplômes et des doctorats, mais un doctorat ne signifie pas que tu es médecin. Un doctorat, il y avait par exemple une personne qui avait un doctorat en géographie. Donc personnellement, une personne qui a un doctorat en géographie, je n'ai pas envie qu'elle me soigne pour des raisons évidentes. Donc voilà, on assiste à, dans ce cas très précis, un échec du système de santé publique, tout simplement dû à un absentéisme important des infirmières, à des centres de santé qui étaient en mauvais état. Mais alors, comment est-ce qu'on essaye du coup de rattraper ces défaillances de marché ? Alors, dans un marché, on a une offre et une demande. La première chose qui a été faite, ça a été d'améliorer l'offre de santé publique en essayant de lutter contre cet absentéisme des infirmières qui ne s'est pas forcément révélé très fructueux. Et il y a un deuxième volet sur lequel on peut agir qui est de faire émerger la demande en santé publique. Et oui, pourquoi en fait la demande de santé publique était faible ? Pourquoi les populations ne se tournaient pas vers le domaine public ? Tout simplement parce que l'offre de santé publique mettait essentiellement l'accent sur les soins de prévention. Et ces soins de prévention n'intéressent pas les populations.
on constate en fait une très forte sensibilité au prix pour les soins de prévention en médecine. Alors qu'est-ce qu'une forte sensibilité au prix? Une forte sensibilité au prix, c'est qu'une variation du prix, par exemple d'un bien de santé préventif, va entraîner une variation non proportionnelle de la demande. Un exemple qui peut être très parlant, c'est par exemple, c'est fictif, hein, mais un vaccin gratuit va alors rencontrer de la demande. À partir du moment où ce vaccin a un coût, où il a un prix, il n'y a plus de demande. On remarque là qu'il y a une variation non proportionnelle de la demande et donc ça c'est une très forte sensibilité au prix. Tout cela s'explique par le fait que la population ne perçoit pas les bénéfices des soins préventifs en santé et ils y voient uniquement un coût psychologique. Alors comment est-ce qu'on explique ce phénomène selon Esther Duflo? Et c'est très intéressant, elle parle d'un phénomène d'incohérence temporelle. On envisage en fait le présent de manière très impulsive, mais par contre le futur de manière extrêmement rationnelle. Un exemple qui est très parlant, c'est demain j'arrête de fumer, mais aujourd'hui je vais me finir un paquet de clopes parce que demain j'arrête de fumer. Demain je me vois de manière extrêmement rationnelle et aujourd'hui j'ai un comportement très impulsif où je vais fumer tout un paquet de cigarettes. La conclusion, c'est que dans ce cas précis, le marché naturel ne conduit pas à une situation où la médecine préventive serait demandée. En fait, c'est à l'État d'agir et c'est à l'État de mener des actions pour favoriser l'accès à ces soins préventifs. Et cette conclusion, pour moi, elle est intéressante puisqu'elle montre à quel point l'État et les gouvernements ont un rôle à jouer dans ces questions, dans ces questions de santé publique et dans ces questions d'éducation pour justement mener à des leviers de croissance économique. On va ensuite passer au second volume qui est la politique de l'économie. Le second volume interroge le concept suivant qui est « Rendons aux pauvres la lutte contre la pauvreté ». Ce qui est sous-entendu ici, c'est comment responsabiliser les pauvres pour qu'ils se sortent eux-mêmes de leur situation. Ça enlève en fait toute une responsabilité à l'État. Attention, juste ici, je voudrais faire un petit disclaimer. On parle de... Je vais utiliser le terme des pauvres. Ce ne sont pas mes termes. J'ai repris les termes d'Esther Duflo dans ses ouvrages. C'est comme ça qu'elle les nomme. Puisque je pense qu'elle utilise le mot à son sens premier en fait de pauvreté et qu'il n'y a pas de jugement péjoratif. Donc revenons à cette idée de responsabiliser les pauvres et donc en fait elle a essayé de discerner, enfin de faire émerger deux leviers principaux qui ont beaucoup été utilisés, notamment le microcrédit et la participation à la gouvernance locale. Et donc dans cette synthèse on va voir quels sont les effets, quels sont les impacts de ces outils et ce qu'ils permettent réellement de lutter contre la pauvreté. Alors le premier levier est donc le microcrédit. Alors petite définition, qu'est-ce que c'est le microcrédit? Ça a été créé en 1976 par Mohamed Younous avec la fondation de la banque Garmin. Alors je ne sais pas si je dis bien, je remettrai quand même le nom à l'écran. Le but était de financer le projet de femmes au Bangladesh en prêtant des petites sommes. Aujourd'hui, ça s'est énormément généralisé et on a même atteint un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars. Ces chiffres datent de 2009, donc je pense que ça a encore augmenté. La première question qui est soulevée par Esther Duflo est: qu'est-ce qui justifie l'existence du microcrédit? Et ça, c'est très intéressant. Le marché du crédit traditionnel exclut une partie de la population puisque les taux d'intérêt sont trop élevés. On appelle ça en économie l'anti-sélection liée à un aléa moral. En gros, pour la faire simple, je suis prêteur et j'ai peur que tu ne me rembourses pas parce que j'ai peur que tu ne sois pas assez solvable, que tu ne me donnes pas assez d'informations. Donc je vais faire en sorte que tu ne me choisisses pas en fixant des coûts très élevés. Et donc là, dans ce cas-là, des taux d'intérêt extrêmement élevés. C'est un cercle vicieux parce que cette mauvaise qualité du crédit avec des taux d'intérêt très élevés peut attirer justement des personnes qui ont un aléa moral assez fort, en fait qui peut attirer des personnes qui ne sont pas solvables et qui peuvent se dire légitimement de toute façon perdu par perdu, je ne pourrai pas rembourser mon crédit, donc que le taux d'intérêt soit élevé ou non, dans tous les cas, je ne peux pas rembourser, donc je vais emprunter mon crédit. Le microcrédit, ce serait alors la solution. En fait, ça serait un marché alternatif pour ces personnes qui sont exclues du marché traditionnel. Alors, le microcrédit, un marché alternatif pour les exclus, mais alors comment ça fonctionne ?
Le microcrédit fonctionne de la manière suivante, ce sont des prêts de petites sommes pour des femmes qui empruntent en groupe et qui font un remboursement hebdomadaire, remboursement groupé. Le remboursement hebdomadaire permet de favoriser la rigueur de paiement pour le groupe et le groupe permet de créer une cohésion, une entraide pour justement essayer de lutter contre cet aléa moral. Maintenant qu'on a posé les bases, on va essayer de voir quels sont les impacts du microcrédit. Bon, déjà, Esther Duflo explique que les études des impacts du microcrédit ne sont pas... l'offre n'est pas... j'ai oublié le mot, mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'études, quoi. Et puis, souvent, on remarque qu'on a un gonflement artificiel de la rentabilité de ces microcrédits et qu'on n'a pas ou peu d'études sur l'impact sociétal. Pour le peu qu'on a, on voit que l'impact n'est pas aussi grand que ce à quoi on s'attendait. On n'a pas de variation de la consommation, on n'a pas d'effet sur l'éducation, on n'a pas d'effet sur la santé. En gros, ce qui ressort de ces études-là, c'est que le microcrédit répond à sa fonction et c'est tout. En fait, ça ne va pas remplacer par exemple une politique menée par l'État. On peut quand même essayer d'aller un peu plus loin parce que le microcrédit a quand même eu un impact sur le comportement humain. Ça a été un moyen d'éduquer à l'épargne. Et c'est ce qu'on appellerait le microcrédit une sorte d'épargne a posteriori. C'est-à-dire que plutôt d'épargner avant l'achat, on épargne après l'achat en remboursant. Et là, Esther Duflo, elle interdit une notion qui est très intéressante à mon sens, qui est la notion de bien d'aspiration et de bien de tentation. Les populations les plus pauvres vont avoir tendance à se concentrer sur des biens de tentation pour satisfaire une satisfaction immédiate et aussi parce qu'ils pensent qu'en fait, ils n'arriveront pas en fait à se payer des biens d'aspiration qui sont généralement plus chers et qui donc leur paraissent inaccessibles. Donc le microcrédit permet de rendre accessibles justement ces biens d'aspiration qui sont le plus souvent quand même meilleurs pour la santé ou pour le bien-être. En conclusion donc de cette partie du microcrédit, c'est que les retentissements du microcrédit ne sont pas exactement ce qu'on attendait. Néanmoins, ça a eu des effets bénéfiques, ça a permis la création d'entreprises, notamment pour des femmes, et donc une indépendance économique, et ça, ce n'est pas négligeable. Et ça a aussi permis d'avoir une forme d'éducation à l'épargne. Donc ensuite, on va voir le deuxième levier qui est la lutte, plutôt les questions de gouvernance locale et notamment la lutte contre la corruption. Donc dans cette seconde partie, Esther Duflo se penche sur la corruption. La corruption qui entraîne une modification de la distribution des biens communs pour un avantage individuel, en l'occurrence pour la personne qui est corrompue. Ça entraîne un désavantage social global pour la société. Et donc en fait elle dit que pour éviter ce désavantage social, ce désavantage sociétal, c'est une lutte qui est constante. Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour lutter justement contre cette corruption? Il y a deux façons, une façon de contrôler par le haut, par la hiérarchie, où on va voir si les agents vont bien faire le travail et ne vont pas être corrompus. C'est le cas notamment des policiers, on va s'assurer qu'ils verbalisent bien et qu'ils prennent bien en compte les plaintes. Et puis il y a aussi un contrôle par le bas qui est effectué directement par les populations. Et en fait, il y a une troisième façon de lutter contre la pauvreté, mais c'est pas vraiment une troisième façon, c'est plutôt un mélange du contrôle par le haut et du contrôle par le bas. Donc plusieurs solutions alternatives sont évoquées par Esther Duflo pour essayer de lutter contre ce phénomène, aller au-delà en fait de cette espèce de surveillance et de contrôle. Une solution alternative, ça va par exemple être d'inciter les populations à demander une meilleure gouvernance locale grâce à une décentralisation des pouvoirs et en encourageant la participation populaire. Le but de cette démarche, c'est de donner aux plus démunis une voix et de faire entendre leurs intérêts dans les prises de décision, dans les processus de prise de décision. Une bonne gouvernance locale, c'est quelque chose qui est nécessaire pour lutter contre la pauvreté, mais ce n'est pas suffisant. Esther Duflo évoque ici le paradoxe de la démocratie qui se définit de la manière suivante. Une démocratie est un régime où les plus pauvres sont le mieux représentés. Cela entraîne donc nécessairement en fait un désir des plus pauvres d'équité et de justice qui pourrait alors perturber le bon fonctionnement du marché en laissant du coup un terrain fertile à la corruption. Et donc ça induit une tension qui est inévitable.
Le point à retenir, c'est que la corruption, c'est une lutte constante, un combat que l'État doit mener pour limiter ce désavantage social. Cette lutte peut être menée par des politiques locales, et là, on obtient un phénomène endogène où la lutte contre la pauvreté débouche sur une meilleure gouvernance qui permet à terme de lutter contre la pauvreté. Donc pour conclure ce second livre, Esther Duflo tente de répondre à un postulat de base qui est « Devant nous rendre aux plus pauvres la lutte contre la pauvreté ». Elle termine son ouvrage en disant que le microcrédit peut aider, mais que ce n'est pas suffisant et qu'il faut envisager une politique de développement forte menée par l'État. Bon, c'est résumé en très très gros, mais c'est quelque chose qu'elle va venir questionner et qu'elle va quand même largement venir challenger en disant que les leviers en fait pour se sortir de cette situation de pauvreté sont quand même assez limités et que ça ne supplante pas une action de l'État. L'engagement d'Esther Duflo. Donc pour cette partie, dans plusieurs interviews en fait, d'Esther Duflo, elle parlait des préjugés qu'on pouvait avoir par rapport à la pauvreté dans les pays en développement. Et on peut voir quand même à travers ce travail qu'elle essaye de combattre les idées reçues, à commencer par les siennes. Et oui, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans son travail, c'est son humilité face à la complexité des sujets auxquels elle s'attaque et sa capacité à essayer de toujours penser contre elle-même. Elle reconnaît qu'elle a dû elle-même déconstruire certains préjugés qu'elle avait eus dans le passé avant de mener ses travaux de recherche. Alors comment est-ce qu'elle parvient à lutter contre ces préjugés? Tout d'abord par son travail, par son travail académique, par les cours qu'elle donne, etc. Mais Esther Duflo, elle va encore plus loin. Et alors comment est-ce qu'elle y arrive? Grâce à ça. Et oui, alors qu'est-ce que c'est? Ce sont une série d'albums qui ont été une série d'albums pour enfants qui ont été réalisés donc par Esther Duflo et l'illustratrice Cheyenne Olivier. Donc j'apprécie beaucoup cette série d'albums. Donc ce sont des albums qui retracent la vie de plusieurs personnages fictifs comme Nilou ici ou encore Imaï. Le but de cette série en fait c'est de sensibiliser le plus grand nombre, à commencer par les plus petits, aux questions de pauvreté et d'économie. Donc chacun des albums est conclu avec des pages dédiées à des explications un peu plus approfondies des termes abordés dans le livre. Pour moi, je trouve que c'est personnel, mais d'un point de vue économique et pédagogique, si je peux me permettre, c'est un peu comment est-ce qu'on va expliquer la grande histoire par la petite. En fait, plutôt que d'annoncer des vérités générales, Esther Duflo, elle propose d'aborder un sujet de manière simple en parlant de faits, même s'ils sont narratifs, ils sont quand même ils sont basés sur des faits réels. Et donc ces faits un peu narratifs, ces situations qu'on semble quand même très réelles, elles viennent toucher notre affect et on est embarqué dans les sujets en très peu de temps. Je trouve que c'est assez efficace, en tout cas ça l'est sur moi. Et c'est d'ailleurs de cette manière que Esther Duflo va mener une grande partie de ses cours au Collège du France pour expliquer un concept, une idée clé dans son travail. Elle introduit chacune de ces notions avec des extraits de ses livres et je trouve qu'elle essaye de faire son maximum pour rendre accessible son travail. Alors pour conclure cette vidéo, en quelques mots, Esther Duflo, c'est quoi? C'est un CV qui personnellement me fait rougir avec des magnifiques récompenses dont certaines n'avaient été reçues que par quelques femmes avant elle. C'est une méthode disruptive de travailler l'économie avec cette allégorie intéressante du plombier et de sa boîte à outils. C'est également une économiste spécialisée dans l'économie du développement et des questions de pauvreté dans les pays pauvres. Là encore, hein, ce sont ses mots à elle. Et enfin, Esther Duflo, c'est le désir de rendre accessible cette matière et de susciter l'intérêt dès le plus jeune âge à travers ses albums. Donc voilà, c'est tout pour Esther Duflo. J'aimerais juste adresser quelques mots pour faire la transition peut-être vers la prochaine vidéo. Je voudrais juste dire qu'en créant cette chaîne, je me doutais que j'aurais pas forcément beaucoup d'audience et que donc
tout irait bien en quelque sorte pour mon militantisme et que mes émotions seraient préservées. Et en me renseignant sur Esther Duflo, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par acheter ses livres, à lire ses ouvrages. Et je trouve que tout allait très très bien. J'aimais beaucoup son travail, j'aimais son approche, j'étais plutôt contente. Et puis j'ai décidé d'écouter les interviews. Et en écoutant et en regardant ces interviews, j'ai vu autre chose. Et j'ai vu ce que j'appellerais l'arbre qui cache la forêt. J'ai vu les commentaires laissés sur YouTube sous une de ces interviews qu'elle avait données à un média dont je tairai le nom. Et en préambule, je vais juste recontextualiser cette interview. La première chose qui est demandée à Esther Duflo, c'est de se présenter. Et c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qu'elle fait très bien. Car elle met un accent, un effort particulier à expliquer comment elle travaille, c'est-à-dire son étude des pays pauvres, grâce à des études du terrain. Et j'insiste sur ce terme, le terrain. À quoi a-t-elle eu le droit? Des questions sur de la macroéconomie et uniquement portées sur les États-Unis. On est quand même, vous conviendrez, assez loin du cœur de ces recherches. Alors voici, sans surprise, les commentaires. Madame Duflo est au prix Nobel d'économie, ce que Obama est au prix Nobel de la paix. Visiblement, avec cette personne, la pauvreté va continuer à bien se porter. Je commence à peine la vidéo et je me dis que le prix Nobel d'économie est bel et bien un machin idéologique. La meuf arrive à des conclusions qu'Emmanuel Todd faisait il y a 20 ans. En gros, elle ne répond à rien, comme ça, elle prend moins le risque de se tromper. Ce n'est qu'une partie des commentaires. Ensuite, j'ai parlé de mon travail à des personnes autour de moi. Je tiens à dire que je considère mon entourage qui est constitué de personnes que j'admire. Mais il y a quand même cette partie de mon entourage que je n'ai pas choisie et avec laquelle je suis obligée d'interagir. En parlant succinctement de Esther Duflo, au détour d'une conversation, on m'a demandé sur quoi portait son travail, ce à quoi j'ai naïvement répondu « la pauvreté ». Et on m'a dit « ah ouais, bah un sujet de femme quoi ». C'est fatigant. J'ai pas d'autres mots en fait. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en fait on soit sérieusement pris en compte? Que faut-il dire pour que les sujets dont on traite soient jugés assez sérieux? Est-ce que d'ailleurs Amartya Sen a dû faire face à cette remarque lui aussi? Tu fais de l'économie de femme. Est-ce que l'économie est genrée? En quoi la pauvreté est un sujet féminin? Est-ce que l'économie d'homme est plus valable? Est-ce qu'il faut alors faire de l'économie d'homme? J'ignorais que ça existait. Mais pas de souci, puisqu'il va falloir encore aller dans ce sens, alors on va y aller. Car la prochaine femme a fait ce qu'aucun autre homme n'a fait avant, être présidente du FMI et ensuite présidente de la BCE. Mais j'ai hâte de découvrir les raisons qui feront que son travail sera encore inférieur à celui d'un homme. Hâte de découvrir dans son CV la compétence qui manque par rapport à ses pairs. Attendez, j'ai une piste, un élément central et manquant par rapport à son prédécesseur. Une condamnation pour agression sexuelle. Allez, à la prochaine.